OK, alors bonjour tout le monde. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est l'examen de hiver 2016. Alors, vu que vous avez déjà le solutionnaire, je ne vais pas expliquer les calculs comme tels. Alors, quand on a des gros calculs à être faits, je vais expliquer la démarche, mais je ne vais pas faire, je vais pas faire les solutions avec vous. Vous avez déjà la démarche, mais je vais vous expliquer la logique derrière la question et la logique derrière les réponses. Donc, pour le problème numéro 1, hiver 2016, commençons. Alors, qu'est-ce qui est arrivé pour la question numéro 1? Lorsqu'on est en salle de cours, je peux poser ce genre de questions. Je ne peux pas poser ce genre de questions quand on est à distance, malheureusement. Euh, donc, pour les situations suivantes, indiquez quelle position, quel est le meilleur produit dérivé pour mitiger le risque. Alors, du hedging. Du hedging, ce que ça veut dire, c'est que moi, je veux enlever tout le risque. Je veux avoir aucune spéculation. Et la logique derrière ça, c'est que la plupart des compagnies ont une ligne d'affaires, mais des fois, c'est des compagnies qui sont assujetties du prix du marché. Si les prix ils fluctuent beaucoup, je veux dire, ça peut affecter la rentabilité et le risque de la compagnie. Alors, Air Canada, quand elle achète des matières du pétrole, une pétrolière, quand elle vend du pétrole, et comme tel, si le prix du pétrole grimpe, c'est pas bon pour Air Canada, mais c'est bon pour la pétrolière. Quand les prix baissent, pas bon pour la pétrolière, mais c'est bon pour Air Canada. Mais c'est pas dans leur ligne d'affaires. Alors, du hedging, on veut pas prendre aucun risque. On veut juste se concentrer sur notre ligne d'affaires principale. Donc, question numéro 1. Vous êtes un apiculteur qui désire vendre une récolte de miel biologique dans 6 mois. Alors, du miel biologique, alors, c'est un produit que j'espère que vous remarquez que c'est un produit spécialisé. Ce n'est pas un produit qui est standard comme l'or, le pétrole, la platine. On a vu récemment le jus d'orange ou le jus d'orange en concentré. Ce n'est pas un produit qui est standard. Alors, c'est un produit spécialisé. Alors, probablement que vous allez avoir un forward sur un produit comme tel parce que ce n'est pas transigé sur une bourse. Et si vous êtes le créateur du produit, vous voulez le vendre à un prix prédéterminé, vous allez être short un forward. Burks va acheter 1000 onces d'or 24 carats dans 6 mois. Alors, Burke, c'est un joaillier, une compagnie de vente au détail. Alors, l'or 24 carats, c'est un produit très standard qui est transigé sur une bourse. Alors, ça va être un futures. Et si tu t'engages à acheter dans le futur, ben, tu vas être long un futures. Un enseignant de finance. Alors, chaque fois que vous voyez dans un examen n'importe quel titre, alors qui est assez spécifique, alors si je mentionne Scotiabank, Bombardier, BMO, Baytex, n'importe quelle compagnie, si je mentionne une compagnie spécifique avec des prix prédéterminés, assumez que j'ai transigé cette option ou cette action. Donc, un enseignant de finance s'attend à ce que le prix de l'action de Scotiabank grimpe dans les 6 prochains mois. Alors, du hedging, c'est pas vraiment du hedging. Alors, mais si vous pensez que le prix d'une action de Scotiabank va grimper dans les 6 prochains mois, vous allez acheter un call. Donc, long un call ou acheter un call. Bien sûr, encore une fois, si vous dites pour un call, option d'achat ou acheter une option d'achat, c'est la bonne réponse. La nomenclature, ça ne me dérange pas. J'utilise tout le temps la nomenclature américaine parce que ça enlève la confusion. Acheter une option d'achat, vendre une option d'achat, acheter une option de vente, vendre une option de vente, ça devient compliqué. Long call, long put, short call, short put. Un investisseur qui possède déjà une action de BTEX, et je possède des actions de BTEX, désire se protéger pour les 6 prochains mois contre une baisse possible du prix du titre. Donc, si tu possèdes une action, un put, c'est comme une assurance vie sur une action. Alors, acheter une action, c'est risqué. Acheter un put, c'est très risqué, mais combiner entre les deux, c'est pas si risqué que ça. Alors, un vient mitiger le risque de l'autre, tu longs un put, ce qui veut dire que tu achètes une option de vente. Une écurie désire acheter 3 chevaux de dressage dans 6 mois. Alors, un cheval de dressage, c'est un produit qui est spécialisé. Ce n'est pas comme du bétail. Alors, tu t'engages à acheter, tu vas être long, et le contrat que tu vas utiliser, c'est un forward. Alors, c'est soit des calls, des puts, des calls, des futures ou des forwards. Je pense que de temps en temps, il y a des caps et des planchers, mais c'est déjà arrivé que j'ai posé la question. Relativement rare. Alors, on vous donne un portefeuille d'options américaines suivantes. Donc, problème numéro 2. Une option américaine, ça veut dire qu'on peut exercer l'option à n'importe quel moment. La plupart des options sont des options américaines. Et en date du 13 avril 2016. Donc, j'assume que cet examen était aux alentours du 13 avril 2016.
Donc, vous avez des calls sur Apple, vous avez des calls sur BTX, des calls sur Walmart et des calls sur Scotiabank. Juste pour vous dire, j'avais des calls sur toutes ces options et je pense que juste mes options sur Walmart, puis mes calls de BTX, oui, c'est vrai, ces calls de BTX, ça c'est les calls de BTX. J'étais en Europe, j'étais en Asie et tout d'un coup, BTX avait clôturé à 6,20 $ le vendredi soir. Et le lundi matin, en ouvrant mon portefeuille, j'avais comme 5000 actions de BTX dans mon portefeuille parce qu'ils ont été exercés. Je pensais que c'était juste un règlement de compte. Alors, on apprend de nos erreurs. Mais ça, c'était les options que j'avais. Alors, l'option de BTX, c'est l'option de Walmart à 70. J'ai fait de l'argent avec. Pas grand argent. Mes options sur Apple, Walmart et Scotiabank. Oh, mais ces options sur Scotiabank, j'ai fait une fortune avec. Alors, j'ai fait une immense fortune avec ceux-là. Alors, les options de Apple, avec une échéance 24 avril 2016, on est en date du 13 avril 2016. Donc, des options de 2 semaines à un prix d'exécution de 115. L'action était à 108,63. Donc, le prix de ce call était de 1,5. Et en date du 13, alors à l'origine, quand ils ont été achetés, l'action était à 108,63. En date du 13 avril 2016, l'action était à 112,4, donc pas encore in the money. Mais le prix à cette date était de 1,87. Donc, à la date qu'on a acheté l'action, Apple était à 108,63. On a acheté des options d'achat à 115. Ils ont coûté 1,5 chacune. Plus tard, on ne connaît pas la date d'achat, mais plus tard, le 13 avril 2016, le prix de l'action grimpe à 112 et l'option vaut maintenant 1,87. Donc, quand le prix de l'action grimpe, généralement, le prix de l'option grimpe aussi. Alors, quand je regarde BTX, Walmart et Scotiabank, c'est le même principe. Juste pour vous dire, je pense que j'avais 5000 options sur Scotiabank et c'était mon plus gros grand chelem. Alors, c'était d'une durée d'1 an. J'ai acheté Scotiabank quand le prix de Scotiabank à 62. Donc, une option d'achat me donne le droit, mais pas l'obligation d'acheter le sous-jacent pour 62 $. Donc, le 13 avril 2016, à la date d'achat, l'option m'a coûté 97. Je pense que j'en ai acheté 5000. L'action était à 53,53. J'avais le droit d'acheter jusqu'à 5000 actions de Scotiabank à 62. En date d'aujourd'hui, en date d'achat, 53,53. Maintenant, au 13 avril, le prix de l'action de Scotiabank est allé de 53,53 à 63,65. Donc, ces options ne valaient plus 90 cents, ont grimpé à 4,20. Juste pour vous dire, le 17 janvier 2017, Scotiabank avait clôturé à 75 $. Donc, chacune de ces 5000 options valait comme 12-13 $ chacun. Je ne les ai pas tous vendus à la toute fin, je les ai exercés ici et là. Mais ça, toutes les années que je donne le cours Finance 1, ça, c'était mon plus gros champion. 80% du temps, je perds de l'argent avec mes options, mais la dernière année, encore une fois avec Scotiabank, la dernière année, j'ai tendance à faire beaucoup d'argent. OK. On dit qu'il ne faut jamais exercer une option américaine avant sa date d'expiration. Pourquoi? Alors, utilisez une des options ici pour justifier votre réponse. Alors, la raison pourquoi on n'exerce jamais une option. Alors, le prix d'une option, n'importe quelle option. Alors, on va prendre justement les options de Scotiabank. En date d'aujourd'hui, l'action est à 63,65. J'ai le droit, si j'exerce l'option, j'ai le droit d'acheter une action pour 62 $. Donc, je peux acheter jusqu'à 5000 fois, je peux acheter une action pour 62 $ et la vendre immédiatement sur le marché libre pour 63,65. Donc, je ferai 1,65 $ par option. La valeur intrinsèque, en d'autres mots. Mais pourquoi est-ce que je vais faire ça? Je peux tout simplement vendre l'option. Je n'exerce pas l'option, je la vends sur le marché libre pour 4,20. Pourquoi est-ce que je vais exercer ça pour faire 1,65 quand je peux la vendre pour 4,20? Donc, la valeur intrinsèque est de 1,65, mais la valeur temporelle, elle est de 2,55 $ parce qu'il y a tout un potentiel à la hausse. Et d'ailleurs, Scotiabank, dans les 8 mois qui ont suivi, est allé de 63 à 74. Et donc, le prix de l'option est augmenté de 4,20 et à expiration, chacune des options valait
13 $ et quelque chose. Donc, on peut tout le temps vendre l'option pour le prix de l'option. Le prix de l'option, c'est la valeur intrinsèque plus la valeur temporelle. Donc, si on la vend, si on l'exerce, on a la valeur intrinsèque. Si on la vend, on a la valeur intrinsèque plus toute la valeur temporelle. Donc, si on exerce Scotiabank, on va recevoir 1,65. Si on la vend aujourd'hui, on reçoit 4,20. Et c'est la même chose pour toutes les options. Si vous remarquez que toutes les options, la valeur intrinsèque va être inférieure en date du 13 avril 2016. La valeur intrinsèque, alors si je prends Apple, la valeur intrinsèque, elle est nulle. Le prix d'exécution, c'est 115, mais l'option vaut 1,87. Pour BTX, la valeur intrinsèque, elle est de 79 cents, mais je pourrais vendre l'option pour 99 cents. Donc, il n'y a aucune raison d'exercer une option américaine avant échéance. Et une option européenne, on peut juste l'exercer à échéance. Mais tu peux tout le temps vendre ou acheter une option. La valeur temporelle d'une option de vente, un put, est de 1,25. Alors, la valeur temporelle est de 1,25 et son prix est de 5 $. Si le prix d'exécution, le strike, est de 57, quel est le prix actuel de l'action? Donc, le put coûte 5 $ et la valeur temporelle est de 1,25. Donc, la valeur intrinsèque du put est de 3,75. Si on exerçait le put aujourd'hui, on recevrait 3,75. Ça veut dire que si j'achetais une action aujourd'hui pour le prix du marché, et que j'exerçais l'option, j'aurais le droit de vendre cette même action pour 57 $ et je ferais 3,75. Donc, si le strike est de 57, ça veut dire que le prix actuel doit être de 3,75 $ de moins que 57 $. Donc, il devrait être de 53,25. Alors, je pourrais acheter aujourd'hui sur le marché une action pour 53,25, exercer mon put, et en conséquence, je peux vendre cette action pour 57 $, donc 3,75 $, c'est la valeur intrinsèque. C'est ça. Mais je vous dis que la valeur intrinsèque est de 3,75 et son prix est de 5 $. La différence, c'est la valeur temporelle. Donc, ça, c'est tout le potentiel que l'action peut continuer de dégringoler. Alors, l'action, si elle tombe à 52 $, la valeur intrinsèque va grimper, mais bien sûr, si le prix de l'action grimpe, la valeur intrinsèque, elle va dégringoler. Alors, renseignement suivant, suite à une option d'achat sur la compagnie Scotiabank d'une échéance de 9 mois. Alors, c'était les mêmes options de tantôt. Ça c'était mon grand chelem. Alors, à chaque fois que je donne le cours financier, j'achète des options et je pense que je fais plus d'argent de ces temps-ci sur les options que je fais comme salaire. Alors, je vais continuer de faire ça, mais d'autant plus, c'est le fun. Mais honnêtement, je suis en train de penser qu'est-ce que je fais, c'est pas mal du gambling, là. OK. Alors, le prix de l'action était de 63,65, le strike est de 62. Donc, si j'exerce un call, je peux acheter pour 62 $ quelque chose qui vaut aujourd'hui 63,65. Le prix de ce call est de 4,20 $. Donc, la valeur intrinsèque, 1,65. La différence entre le prix du call et la valeur... Alors, le prix du call, c'est deux composantes. La valeur intrinsèque, 1,65, plus la valeur temporelle. Donc, la valeur temporelle, c'est la différence entre les deux, 2,65 $. Le rendement des obligations des bons du Trésor est de 3 %. Quelle est la valeur temporelle du call? La valeur intrinsèque est de 1,65. Le prix de 4,20, la différence, c'est la valeur temporelle. Et d'ailleurs, Scotiabank, elle a continué de grimper. Mais bien sûr, si Scotiabank dégringole, je veux dire, il y a un potentiel à la hausse, mais bien sûr, il y a un potentiel à la baisse. Alors, à échéance, quel est l'intervalle des prix de l'action qui rend la valeur du call positive, mais les profits sont négatifs? Donc, si à échéance, le prix de l'action est en haut de 62 $, le call va avoir de la valeur. Par contre, si on l'achète en date d'aujourd'hui, on doit payer 4,20 $. Donc, en haut de 62, le call, la valeur est non nulle. Par contre, il faut qu'elle grimpe de 4,20 $ de plus que 62 $ pour faire des profits. À 66 $, on fait 4 $ par call. Par contre, on a payé 4,20 $ pour ce call. Donc, il faut que le prix de l'action grimpe en haut de 62 $ plus 4,20 $. Donc, entre 62 et 66,20 $. N'oubliez pas que j'ai acheté ces calls pour 90 cents.
Question numéro 3. Selon la parité put-call, déterminer le prix d'une option de vente avec les mêmes caractéristiques. Donc, un call. Alors, en classe, on a vu qu'il y a deux portefeuilles qui ont exactement les mêmes cash flows à échéance. Un call fiduciaire et un put protectif. Donc, acheter un call et acheter une obligation d'épargne du Canada avec un strike, avec une valeur nominale égale au strike, c'est égal à acheter un put plus une action. Donc, la parité put-call. Un call plus la valeur actuelle d'une obligation, c'est égal à un put plus une action. Donc, un put équivalent serait à 1,12. Supposons que le prix du marché du put est égal à 1 $. Comment est-ce qu'on peut effectuer un profit d'arbitrage sur cette option? Quel est le profit d'arbitrage? Donc, on long un put réel à 1 $. Alors, le put, on l'a calculé à vaut 1,19. On devrait acheter un put réel qui vaut 1 $. Alors, on a calculé quelque chose qui vaut 1,19 et il y en a un qui vaut 1 $ sur le marché. Alors, il y a 19 cents à être fait. Donc, on va acheter le put réel pour 1 $ et on va vendre le put synthétique pour 1,19. Donc, on va créer synthétiquement un put en achetant un call, en achetant une obligation et en shortant l'action. Donc, en achetant le call, en achetant l'obligation et en shortant l'action, et on va acheter le put réel et on va faire notre 19 cents. Il y a une petite note que je remarque ici, ce n'est pas mentionné dans l'examen, mais vous savez que Scotiabank paye des dividendes. Alors, normalement, le put devrait tenir compte du dividende. Dans votre TP, vous avez une obligation. Alors, le strike est égal à 27,50. Il n'y a aucune obligation qui a une valeur nominale de 27,50. Par contre, toutes les obligations ont une valeur nominale de 1 000 $, du moins au Canada. Donc, si tu achètes 400 fois un call, 400 fois un put, 400 fois une action et 400 fois une obligation avec un strike qui est égal à 27,50, mais 400 fois 27,50, c'est 11 000. Donc, acheter 400 calls, 400 calls, 400 puts, 400 actions et acheter 11 obligations à 1000, c'est comme acheter 400 obligations à 27,50. Donc, cette stratégie existe. Par contre, pour faire le calcul du put et du call, vous pouvez utiliser la parité put-call. Mais pour pratiquer cet exercice, vous devez le faire de telle façon à ce que vous avez un multiple de 1000 pour l'obligation. Donc, supposons que le prix du marché est égal à 1 $, vous allez acheter le put réel pour 1 $ et vous allez créer synthétiquement un put pour 1,19 et vous allez le vendre pour 1,19. Donc, acheter un put, c'est équivalent à acheter un call plus acheter une obligation et vendre une action. Alors, si tu fais moins S de l'autre côté, c'est comme si on vendait l'obligation. Donc, tu achètes le put pour 1 $, tu vends le call pour 4,20, tu vends l'obligation pour la valeur actuelle de 62 $ et tu achètes l'action pour 63,50, de là ton 19 cents. Ici, je ne dis rien sur les dividendes. Alors, si ce n'est pas mentionné, oubliez ça. Mais vous savez que Scotiabank verse un dividende trimestriel. Alors, si c'est le cas, il faut bien sûr faire des ajustements. Question numéro 5. Le prix d'un diamant Acer certifié Internal Flawless et Colorless est de 15 080 le carat. Alors, la raison pourquoi j'ai mis ça, c'est que ça a l'air d'être très précis, très spécialisé. C'est certain que ça ne va pas être sur le marché des futures. Alors, ça va probablement être sur le marché des forward. Le taux sans risque est de 3 %. Un contrat à terme, un forward 1 an, existe au prix de 15 500 $. Vous pouvez acheter et vendre à découvert, alors des obligations d'épargne ou le produit, et les coûts de transaction sont nuls. OK, alors quel est le prix sans arbitrage d'un carat dans un an? OK, alors s'il n'y a aucun cash flow, la valeur devrait être égale tout simplement au prix d'aujourd'hui actualisé au taux d'inflation. S'il y a des cash flows, comme un dividende qui est versé, alors un dividende fait baisser le prix du sous-jacent. Alors, on va réduire ça. Alors, mais par contre, il faut tenir compte du timing des cash flows. Donc, si tu as un dividende dans 3 mois et ton forward est à 1 an, alors il faut soustraire le dividende dans 3 mois, mais il faut l'actualiser pendant 9 mois. Si par contre, il y avait un autre examen qui avait des coûts de transaction, alors des coûts de stockage. Alors, si vous achetez un diamant, vous devez le stocker.
Alors, si vous devez le stocker, supposons qu'il y a un coût de 5 dans 6 mois, on doit ajouter 5 mais on doit l'actualiser du temps t est égal à 6 mois jusqu'à la toute fin. Donc, quel est le prix? Ici, il n'y a aucun cash flow. Les coûts de transaction sont nuls. Alors, les coûts de stockage, c'est un coût de transaction. Alors, 15 080 à 3 pendant un an. Alors, le prix d'un forward sans arbitrage devrait être de 15 534. Ça veut dire qu'on s'attend dans un an que le prix soit de 15 532,40 et on devrait avoir un forward aujourd'hui. Si un forward a un prix différent, on serait capable d'exercer une stratégie d'arbitrage. Donc, le prix sans arbitrage, c'est 15 532. Et tu as actuellement un forward qui existe à 15 500. Donc, tu vas vouloir acheter quelque chose qui vaut 15 532. Alors, on va être long un forward. Ce que ça veut dire, c'est qu'on s'engage dans un an à acheter un carat pour 15 500, le prix du contrat. Alors, on va acheter quelque chose dans une année. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va vendre le sous-jacent aujourd'hui et on va prendre cet argent-là et on va le placer à du 3 Donc, je vais shorter un carat aujourd'hui à 15 080 parce qu'on peut assumer, on assume dans nos hypothèses qu'on est capable de vendre à découvert. Ça va tout le temps être le cas. Alors, on short un carat aujourd'hui pour 15 080. On assume qu'il n'y a aucun coût de transaction, que je suis capable de le faire. Je prends cet argent-là et j'achète 15 080 d'obligations d'épargne. Donc, je vais shorter le carat aujourd'hui et je vais placer le 15 080 à du 3 Dans un an, il faut que je remette le carat. Alors, j'ai emprunté un carat, il faut que je le remette. Alors, mon placement de 15 080 à 3 il vaut 15 532. Et je vais acheter le carat pour 15 500. Alors, il y a 32,40 de différence de profit. Donner deux raisons pourquoi, en réalité, cette stratégie d'arbitrage ne peut pas exister. Alors, c'est que je vous ai dit, there's no such thing as a free lunch. Alors, s'il y a des 20 pièces qui traînent par terre, vous allez le ramasser, mais vous n'allez pas passer votre temps à essayer de trouver des 20 pièces par terre. Alors, s'il y a des algorithmes, des high-frequency traders qui font juste parcourir le marché pour voir des situations que les marchés sont inefficaces pour faire des profits d'arbitrage. Alors, il y aurait du monde plus intelligent que nous qui l'aurait découvert. Et même si ça existait, à cause des coûts de transaction, alors à chaque fois que moi j'achète ou je vends une action, ça me coûte 10 $. Alors, si j'inclus les coûts de transaction, moi, c'est plus profitable. OK. Alors, si c'est un article financier qui paye des bénéfices, alors si je possède l'action et ça me paye des dividendes, je vais recevoir ces dividendes, ça va faire baisser le prix de l'action. Quand j'achète une obligation pour 1000 $ à du 6 qui paye un coupon de 6 après un an, l'obligation vaut 1060, mais me verse 60 $ en coupon. Alors, à chaque fois qu'il y a des cash flows, ça fait baisser la valeur de l'actif financier. Il y a de l'argent qui sort de l'actif financier. Et s'il y a des coûts de transaction, on doit les ajouter. Dans notre exemple ici, on dit que les coûts de transaction sont nuls, mais en réalité, partout quand on achète et quand on vend, il y a tout le temps des coûts de transaction, que ce soit des coûts de stockage. Alors ici, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on short le sous-jacent, on a le droit d'emprunter le sous-jacent et de le vendre. Si je suis capable de faire ça, probablement, je vais payer des intérêts dessus. Alors, il va y avoir des coûts, c'est rare que c'est gratuit. Généralement, des day traders sont capables de transiger pendant la journée. Ils empruntent de l'argent à 9h30 le matin, ils remboursent ça à 14h de l'après-midi, ils ne payent aucun intérêt, mais c'est des situations extrêmement rares. Mais si j'emprunte un diamant pendant un an, probablement que je vais payer des coûts de transaction dessus. Alors, en réalité, normalement, on a des coûts de transaction. Question E, définissez mark to market. Vous n'allez pas avoir une question comme ça à votre examen si vous le faites à distance, mais ça veut juste dire que pour un futures, tous les gains, toutes les pertes sont crédités ou débités à la fin de chaque journée. Donc, si vous êtes long un futures et le prix du futures augmente de 10 $, on va créditer 10 $ à votre compte. Si vous êtes long un futures et le prix baisse de 10 $,
on va débiter 10 dans votre compte. Si vous êtes short un futures et le prix augmente de 10 on va débiter 10 de votre compte. Et si vous êtes short un futures et les prix baissent de 10 on va créditer du 10 OK, question numéro 6. Alors, l'examen de 2000, cet examen, c'était la compagnie Whitling, si je ne me trompe pas. Alors, c'était quel examen, ça, encore? Hiver 2016, je pense que c'était la compagnie Whiting. Alors, c'était une compagnie, c'était une pétrolière. Alors, c'était une pétrolière et j'avais comparé ça avec Baytex, qui est une compagnie que j'ai dans mon portefeuille. D'ailleurs, j'ai ajouté à ma position cette session. J'ai actuellement 5000 actions de Baytex. Donc, trouver dans les états financiers une indication qu'il y a eu un congédiement, une termination d'approximativement 45,44 du personnel en 2015. Donc, en regardant les états financiers pour Whitling, ou je ne sais pas c'est quoi le nom de la compagnie, Whitling. Alors, c'est une compagnie que j'ai choisie aléatoirement. Normalement, je prends des compagnies connues, mais qu'est-ce qui arrive, c'est que quand vous regardez dans les états financiers, il y a des chiffres qui devraient ressortir. Un bon comptable est capable de regarder les états financiers et voir des chiffres. Alors, juste en ouvrant les états financiers, la première chose que je remarque, c'est que le prix de l'action a planté. Juste en le regardant tout de suite, je l'ouvre. Ça vient avec de l'expérience. OK, alors, avec un peu d'expérience, vous allez ouvrir des états financiers, il va y avoir des chiffres qui vont ressortir. Alors, juste en regardant certains chiffres, moi, j'adore regarder des chiffres qui bougent. J'adore des chiffres qui bougent. Ici, une des premières choses que je remarque, c'est que les coûts fixes, ils bougent beaucoup. La charge de dépréciation, elle est croissante. Et bien sûr, tu sais, en 2013, ça allait relativement bien. Alors, tous les chiffres sont en milliers. Alors, ça veut dire 684 millions. Et une perte de 2,6 milliards en 2015. Alors, une chose qui est arrivée en 2015, c'est que le prix du pétrole s'est effondré. Alors, en 2015 et en 2016, le prix du pétrole est allé de 100 à 26 en 2016. Il a remonté par la suite. Alors, ça rentre dans les états financiers. Alors, les impôts vont bien sûr être négatifs. Alors, vous avez un crédit d'impôt et le bénéfice net qui est négatif. Alors, moi, je ne vois rien ici. Quand je descends un peu, je regarde l'encaisse qui bouge un peu, les comptes à recevoir qui bougent un peu. J'aurais peut-être des questions qui me posent ça. J'ai une question à propos du goodwill. Alors, le goodwill qui est apparu de nulle part puis il a disparu par la suite, ça, je ne le comprends pas. Alors, je me poserais peut-être que c'est ça. Je ne sais pas pourquoi que ce serait ça. Alors, ce que je continue de chercher dans les états financiers. Le régime de retraite, par contre, le régime de retraite, c'est quelque chose qui est très stable. Alors, vous remarquez qu'il est très stable de 2013 à 2014. Alors, 2013 à 2014, il est très stable. Et par la suite, il plante. Alors, s'il y a eu un licenciement de 44 des employés, alors c'est probablement une baisse de 44 c'est là la réponse. Alors, le régime de retraite a baissé de 45 Alors, si tu congédies tes employés, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'ils ne sont plus dans le régime de retraite. Sont plus dans le régime de retraite et on fait tout simplement, on t'achète une rente à une compagnie d'assurance. Alors, c'est la seule façon, c'est la seule place où est-ce qu'on peut assumer qu'il y a eu un licenciement. Alors, si le régime de retraite, il baisse de 45, ben ici, le régime de retraite baisse exactement de 45,44, donc c'est la réponse. Alors, moi, quand j'ai vu les états financiers, j'ai vu ce chiffre, je me suis posé une question. Et d'ailleurs, ça devient votre question d'examen. Alors, moi, j'ai vu dans les états financiers, juste en regardant les états financiers, j'ai vu que ce chiffre-là, il a bougé. Maintenant, ça vient avec un peu d'expérience. J'ai vu que ce chiffre a baissé de 45,44. J'ai travaillé en régime de retraite, je suis actuaire. Alors, la seule façon que ça peut exister, c'est qu'on a tout simplement enlevé du monde du régime de retraite. Alors, c'est peut-être pas nécessairement qu'on a congédié 45,44 des employés. C'est peut-être la raison la plus logique, vu que le prix de l'action s'est effondré, elle a fait une perte de 2 milliards. Mais il y a d'autres raisons qui sont possibles. Mais si je vous le donne comme hypothèse, je m'attends à ce que vous trouviez la réponse. Une autre raison que ça pourrait être, c'est que tout simplement, on prend toutes les personnes qui sont retraitées, on achète une rente et on sort ça du régime de retraite, qui est une possibilité, mais
à ce moment-ci, on peut juste se poser des questions. Mais si je vous dis qu'il y a eu un licenciement de 45,44 %, où est-ce qu'on pourrait le voir dans les états financiers? OK, question numéro 7. Quel changement dans la structure capitale de Whitling a eu entre le 31 décembre 2012 et le 31 décembre de 2013? Alors, la structure capitale, c'est dette-fonds propres, la relation entre dette et fonds propres. Alors, est-ce qu'il y a eu quelque chose? Alors, on vous donne les états financiers seulement à partir de 2013. Alors, qu'est-ce qui est arrivé entre le 31 décembre 2012? Qu'est-ce qui est arrivé entre le 31 décembre 2012 et le 31 décembre 2013? Alors, il doit y avoir quelque chose dans ces états financiers ici qui fait en sorte que il y a quelque chose qui s'est passé. Alors, qu'est-ce qui est arrivé en 2013? C'est ça qu'on doit rechercher. Alors, on va regarder quelque part dans les états financiers, est-ce qu'il y a eu quelque chose? Alors, la réponse est ici. Alors, il y a eu des dividendes qui ont été versés. Il y a eu des dividendes qui ont été versés en 2012, qui n'ont pas été versés en 2013. Alors, c'est probablement ça. C'est probablement ça la réponse. Alors, il y a eu soit qu'il y avait des preferred shares qui ont été remboursés ou tout simplement qui ont été rachetés. Alors, c'est la seule chose qui peut être trouvée dans les états financiers. Alors, j'ai vu quelque chose dans les états financiers. Je vous disais qu'il y avait quelque chose qui est arrivé dans la structure capitale. Alors, 2012, c'était avant, c'était l'état financier d'avant, mais ça se voyait dans les états financiers de 2013. Donc, moi, j'avais vu quelque chose. Je vous demandais de le trouver. Ou je demandais ça à mes étudiants. OK. Alors, le prix du baril du pétrole, en 2015, le prix moyen était de 28 $. C'est ça que je vous ai dit. Alors, le prix s'est effondré d'environ 100 $ à 26 $ à son minimum en 2016. Alors, il y a beaucoup de pétrolières. Qu'est-ce qui est arrivé? De 2008 à 2013, de 2008 jusqu'à 2019, il y avait du monde qui empruntait comme des malades. Ils empruntaient comme des malades pour pomper du pétrole parce que tout le monde pensait que dorénavant, le prix du pétrole serait à 100 $. Il y a eu tellement de monde qui sont rentrés dans le marché qu'aujourd'hui, vous avez vu que dans la dernière session, j'ai acheté 6 compagnies pour environ 1 piastre chacune. C'est des compagnies qui se transigeaient pour des prix énormes. Et même, si vous regardez le prix de Whiting en ce moment, c'est WLL, je vais aller en ligne. Si Whiting existe toujours encore, je n'ai jamais vérifié. OK, Whiting Petroleum, elle existe toujours. Alors, le prix est à 36 $. Alors, le prix s'est effondré puis il est revenu. Alors, vous voyez, dans les 5 dernières années, qu'est-ce qui est arrivé à cette compagnie-là? On peut regarder les... Alors, c'est ça. Alors, le prix de Whiting, OK, il y a eu un reverse split en plus. OK, alors, pour chaque 4 actions qui existaient, il y avait une action. Donc, le prix de l'action aujourd'hui est à 9 $. Pour chaque 4 actions que tu avais, on va t'en donner une demain. Donc, alors le prix aujourd'hui est à 9 $. Toutes les pétrolières ont mangé la claque, même Exxon a mangé la claque. Alors, effectuez une analyse du coefficient de levier opérationnel pour Whiting pour les 3 dernières années, démontrez vos calculs. Donc, vous voyez que le coefficient de levier opérationnel va de 3,22 à 8,036 à moins 0,578. OK, maintenant, pour tous les ratios opérationnels, financiers et total, si vous n'avez aucun risque, votre ratio va être égal à 1. Donc, regardez pour le coefficient de levier financier. C'est EBIT fois 1 moins les taxes divisé par le bénéfice net aux actionnaires ordinaires. Si tu n'as aucun intérêt et aucun dividende privilégié, ton bénéfice net aux actionnaires ordinaires va être EBIT moins 0 après taxe. Donc, ton numérateur et ton dénominateur vont être identiques. Donc, si tu n'as aucun intérêt et aucun dividende privilégié, ton ratio devrait être égal à 1. Pour le coefficient de levier opérationnel, c'est la même chose. Si la dépréciation et les coûts fixes sont nuls, ton ratio devrait être égal à 1. Pour une compagnie qui est profitable, tu devrais avoir un ratio qui est plus grand que 1. Un ratio qui est plus petit que 1, comme en 2015 pour Whiting, c'est parce que la compagnie, son EBIT était négatif pour commencer. Alors, n'importe quand que vous avez un ratio qui est plus petit que 1, c'est parce que votre EBIT pendant l'année, il est négatif. Alors, vous regardez l'EBIT pendant cette année, il était négatif.
Alors, la compagnie n'était pas profitable. Alors, le ratio va être plus petit que 1. Il va être entre 0 et 1 ou il peut être plus petit que 0, c'est possible. Mais pour une compagnie qui est profitable, le ratio doit nécessairement être plus grand que 1. Plus que ce chiffre est grand, plus que le coût fixe, que ce soit opérationnel ou financier, plus que vos charges fixes sont une partie importante du calcul. Et moi, ce que je vois quand je fais ce calcul, c'est qu'en 2013, quand le prix du baril était de 92 $, les charges fixes de la compagnie étaient très importantes. Je veux dire, 3, ça commence à être grand. Quelqu'un m'avait posé la question aujourd'hui. À quel point est-ce que ça devient risqué? Ce n'est pas une question que c'est risqué. On avait vu que pour Walmart, on avait des ratios de 3-4 à l'opérationnel. Alors, mais, je veux dire, c'est Walmart, ça dépend de la compagnie, ça dépend de l'industrie, ça dépend du cycle financier. Mais dans le cas de Whiting, avec un prix du baril à 92 $, c'était une charge qui était très importante. L'année suivante, le prix du baril a chuté à 47,50 $. Alors, il baisse à environ 50 $. Alors, les charges fixes deviennent encore plus importantes parce que nos ventes, si on a la même production, nos ventes, nos revenus vont être moindres. Et nos coûts fixes, d'ailleurs, étaient déjà importants. C'est pour ça que le ratio a grimpé. Alors, 8, là, c'est un chiffre qui est très grand. À 8, pour n'importe quelle compagnie, je dirais que c'est un chiffre qui est énorme. Mais ça vient avec de l'expérience. Par contre, l'année suivante, le chiffre est négatif. Pourquoi? La compagnie n'est plus profitable. Et ça, vous allez le voir quand vous regardez dans les états financiers. Alors, quand vous rentrez dans les états financiers, remarquez que les revenus augmentent et ensuite, ils plantent par la suite. Mais les coûts fixes, vous voyez, alors, la compagnie, les coûts fixes ont augmenté. Les revenus étaient relativement stables, malgré le fait que le prix du pétrole a baissé. Mais l'année suivante, les revenus ont planté. Alors, le prix du baril avait vraiment planté en 2015. Donc, les revenus de cette compagnie ont planté. Elle n'arrivait même pas à couvrir ses coûts fixes. Et c'est pour ça que le ratio était négatif. Donc, quand vous faites le calcul, ça, c'est tout le temps la partie qui est facile. Mais c'est l'interprétation par la suite qui est nécessaire. Et malheureusement, la plus grande partie de mes étudiants veulent juste faire la partie A. C'est la partie B qui est la partie qui est importante. Alors, quelle conclusion est-ce qu'on tire de Whiting? Mais justement, vu que le prix du pétrole a planté de 92 à 47, vous avez vu que les revenus et les coûts fixes, alors les revenus ont augmenté un peu. Alors ça, c'est pas normal, mais si elle a augmenté sa production, ça l'expliquerait. Mais les coûts fixes qui ont augmenté. Alors, moi, ce que je pense, c'est qu'en 2014, Whiting, elle a augmenté sa production, probablement en s'endettant. Alors, c'est ce que toutes les pétrolières ont fait. On le sait en rétrospect. Alors, les coûts fixes ont augmenté, mais on a augmenté notre production, mais à un prix inférieur. Donc, on a peut-être doublé notre production, mais le prix a chuté d'environ 50 %. Ça, c'est la conclusion que je vois juste avec les chiffres. Et par contre, en 2015, alors nos revenus ont planté de 2014 à 2015, nos revenus ont planté. Alors, la compagnie n'arrive même pas à couvrir ses coûts fixes. Et c'est pour ça que le coefficient de levier opérationnel est négatif. Alors, quelle conclusion est-ce que je tire pour le 31 décembre 2014? Le prix du pétrole a chuté. Alors, la compagnie arrive à peine à couvrir ses coûts fixes. Sous quelles circonstances est-ce qu'une entreprise peut se trouver avec un coefficient de levier financier plus petit que 1? Alors, c'est ça que je vous dis. Alors, si vous regardez la formule pour le coefficient de levier financier, je vais sortir les diapos. Alors, pour n'importe quel ratio, le ratio opérationnel ou financier du cours neuf, alors donnez-moi une seconde, je vais sortir ça. Alors, à l'écran, vous avez le cours neuf. Alors, le coefficient de levier financier, c'est EBIT fois 1 moins les taxes, divisé par le bénéfice net applicable aux actionnaires ordinaires. Alors, le bénéfice net moins le dividende privilégié. Alors, le bénéfice net, c'est EBIT moins les intérêts, c'est ton bénéfice imposable. Après taxe, c'est ton bénéfice net. On soustrait le dividende privilégié, c'est le bénéfice net aux actionnaires ordinaires. S'il n'y a aucun dividende privilégié et il n'y a aucun intérêt, le numérateur et le dénominateur sont équivalents. Alors, le ratio est égal à 1. Donc, quoi qu'il arrive, si on commence à avoir des intérêts, le dénominateur va être plus petit. Le dénominateur va être plus... c'est ça. Alors, le dénominateur va être plus petit.
Ce qui fait en sorte que le ratio va grimper. Même chose si on a un dividende privilégié, tous les autres ratios sont identiques en haut et en bas. Pour le quotient de levier opérationnel, la différence entre le numérateur et le dénominateur, c'est les coûts fixes. Alors, au numérateur, on a les ventes moins les coûts variables. Je vais sortir la slide. Et au dénominateur, on a EBIT. Sortons la slide. Alors, c'est ça. Alors, au numérateur, on a les ventes moins les coûts variables. Au dénominateur, on a les ventes moins les coûts variables moins les coûts fixes. Alors, la seule façon pour que le ratio soit égal à 1, c'est que les coûts fixes est égal à 0. Donc, alors, dans tous les autres cas, le dénominateur va être plus petit que le numérateur et en conséquence, on a un ratio plus grand que 1. En temps normal, c'est le cas. Comment est-ce qu'on peut avoir un ratio plus petit que 1? Mais c'est juste dans le cas que la compagnie n'est pas profitable. Alors, supposons qu'on a 0 en vente, on a 1000 en coûts variables et on a 2000 en coûts fixes. On va avoir un ratio de 1 tiers. C'est juste un caprice mathématique. Alors, la seule façon d'avoir un ratio qui est plus petit que 1, c'est que la compagnie n'est pas profitable ou la compagnie n'arrive pas à couvrir ses charges fixes. Alors, pour le CLO, les ventes et les coûts variables n'arrivent pas à couvrir les coûts fixes. Alors, le EBIT serait plus petit que 0. Et pour le quotient de levier financier, c'est que EBIT n'arrive pas à couvrir les intérêts et le dividende privilégié. Alors, EBIT n'arrive pas à couvrir les frais fixes financiers qui est l'intérêt et le dividende privilégié. OK, alors, on suppose que Whiting fonctionne à pleine capacité en 2015. Quel est le point mort prix du baril? Assumez que le prix moyen du baril était de 40 $. Alors, le point mort, normalement, le point mort, c'est la quantité vendue. Alors, quelle est la quantité vendue qui ferait en sorte qu'on aurait un EBIT qui est égal à 0? Donc, on avait le prix du baril au début de l'année qui était de 47, en fin d'année qui était de 29. Ici, je vous dis que pendant l'année, assumez que le prix moyen est de 40 $. Quelle est la quantité vendue qui ferait en sorte qu'on serait capable de couvrir nos frais fixes et tous nos frais variables. Le seuil de rentabilité. Alors, j'ai une question. Le seuil de rentabilité, ça peut être défini. J'ai entendu le terme seuil de rentabilité et l'équivalent en anglais. Ça peut être défini de plusieurs façons. Nous, on ne l'a pas vu en classe. Je vais appeler ça le point mort, break-even point. Alors, c'est la quantité qui fait en sorte qu'on arrive à couvrir nos charges fixes. Donc, quelle est la quantité vendue? C'est tout simplement les ventes moins le prix du baril. Alors, si vous regardez en 2015, les revenus étaient de 2,2 milliards, 2,1 milliards. Et si je vous dis que le prix moyen était de 40 $, ça veut dire que pendant l'année, on a vendu 52 millions de barils. Alors, quel est le prix qui ferait en sorte qu'on aurait un EBIT qui est égal à 0? Ce serait 66,50. Alors, comment est-ce qu'on arrive à ce prix? Alors, le prix de vente fois la quantité vendue, moins les coûts variables, moins les coûts fixes. Alors, si on a 52 millions de barils de vendus à un certain prix, on connaît que nos coûts variables pendant l'année, on va sortir les slides, alors nos revenus étaient de 2,92 $. On nous dit que le prix moyen du baril était de 40 $, donc on est capable de calculer quelle était la quantité vendue, quelque chose comme 500 millions de barils. Nos coûts variables sont connus et nos coûts fixes sont connus. Alors, tout simplement, à quel prix est-ce que la compagnie a un EBIT qui est égal à 0? Alors, je pense que dans les coûts fixes, j'ai ajouté la charge de dépréciation. Qu'est-ce qu'on fait depuis le début? Alors, la dépréciation. Alors, non, je n'ai même pas ajouté la charge de dépréciation, mais je pense que j'ai accepté à l'examen qu'on ajoutait la charge de dépréciation. Donc, prix de vente moins quantité vendue. Alors, on a calculé la quantité vendue, on a nos coûts variables et on a nos coûts fixes. Et on dit que ça, c'est égal à 0. Si on a un prix de P de 66,50 $, on break even. Alors, honnêtement, je trouve que ça, c'est un chiffre qui est assez élevé. Mais d'ailleurs, j'avais confirmé ce chiffre dans le rapport annuel de Whiting. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pourquoi Whiting avait beaucoup de problèmes, c'est qu'elle avait des coûts fixes énormes.
Juste en rétrospect, je peux vous dire que Whiting, elle a fait pas mal de downsizing en 2017 et 2018. Le point mort calculé en D diffère du prix du baril qui rend les profits, le bénéfice nul. Pourquoi? OK. Alors, le point mort, c'est généralement la quantité qui arrive qui fait en sorte que notre EBIT est égal à zéro ou notre EBITDA est égal à zéro. Par contre, la charge de dépréciation, c'est une charge non-cash. Alors, nous, on l'a ajouté dans les coûts fixes. Si vous l'excluez, je ne peux pas vous pénaliser pour ça. Mais EBIT à bénéfice net, vous devez par la suite, après avec EBIT, vous devez payer les charges financières sur votre dette, les intérêts. Et par la suite, s'il reste des profits, vous allez payer des impôts. Et si vous avez un actionnaire privilégié, vous allez devoir payer un dividende privilégié qui est généralement fixe. Question 9. Alors, le prix de l'action était de 58 piastres. Elle a chuté à 30 piastres l'année suivante. C'était 35. Alors, on peut voir quelle était la raison. Alors, le prix du baril avait planté et donc les revenus ont planté. Ça a l'air en plus que de 2013 à 2014, la compagnie elle a augmenté la production. Alors, je dis ça a l'air. Je ne peux pas dire définitivement qu'est-ce qui est arrivé, mais si moi je vous donne une hypothèse et je dis, écoute, on a augmenté la production en 2014, c'est comme ça qu'on est capable de le voir dans les états financiers. Alors, le nombre d'actions ordinaires, elle a grimpé un peu. C'est probablement s'il y avait des warrants ou des titres convertibles. C'est rare. C'est un chiffre qui devrait rester relativement stable, mais il a augmenté légèrement un peu, pas assez pour me faire poser des questions. Alors, effectuez une analyse du cours-bénéfice pour les 3 dernières années, démontrez vos calculs. Alors, ça, c'est un calcul. Le cours-bénéfice, c'est le prix de l'action divisé par le earnings per share. Alors, le earnings per common share. Donc, il n'y avait pas de dividende privilégié. Il y en avait en 2012, peut-être, ça va être l'air, mais de 2013 à 2015, il n'y a pas de dividende privilégié. Donc, c'est le bénéfice net total divisé par le nombre d'actions. Ça, c'est ton earnings per share. Et vous voyez que le earnings per share, il dégringole. Pourquoi? En 2013, on vendait le pétrole à 96 $. En 2014, on le vendait pour 40 quelques piastres. Et en 2015, on la vendait pour 24 quelques piastres. Donc, les profits ont chuté. Le prix de l'action, elle a chuté en conséquence de 58 à 30 à 7,35. Donc, le cours-bénéfice en 2013 était de 39,04. Un cours-bénéfice qui est élevé veut dire une de deux choses. Soit que le prix est trop élevé, ou ben on s'attend à des profits énormes futurs. Ici, ça a l'air que le prix était trop élevé. L'année suivante, la compagnie était toujours profitable, mais le cours-bénéfice a grimpé à 113,95. Donc, le prix a dégringolé. Les earnings per share ont dégringolé, mais par contre, le cours-bénéfice a grimpé. Alors, ici, ça a l'air que le titre est encore encore surélevé l'année suivante. Et l'année d'après, le cours-bénéfice était négatif. Alors, le cours-bénéfice, s'il est plus petit que zéro, ce n'est pas vraiment un chiffre qui nous importe parce que la seule façon que le cours-bénéfice peut être plus petit que zéro, le prix de l'action ne va jamais être plus petit que zéro. Si ton earnings per share est négatif, ton cours-bénéfice va être plus petit que zéro. Donc, si on regarde le cours-bénéfice en 2014 et en 2013 et en 2014, on peut assumer que le titre était surévalué. Historiquement, un chiffre en haut de 14, soit est surévalué ou on s'attend à des profits futurs, comme dans Tesla. Est-ce que Tesla est surévalué? Il y a plein de monde qui disent oui, mais il y a beaucoup de personnes qui disent, écoute, le prix est justifié parce que cette compagnie-là va faire une fortune en profit dans le futur. Si on regarde n'importe quelle compagnie, c'est le cas. Alors, un cours-bénéfice plus petit que 14, tu as un titre qui est soit sous-évalué, ou ben donc, tu as un titre que les actionnaires s'attendent à ce que les profits futurs vont être plus bas. Alors, une compagnie qui est en décroissance, en ce moment, Ford a un cours-bénéfice qui est relativement bas. Alors, on ne sait pas si la compagnie elle est sous-évaluée ou ben donc si on s'attend que les profits futurs ne vont pas être là. Pour quelle raison une action de Lululemon serait un bon investissement à 34,99? Mais d'ailleurs, Lululemon avait un cours-bénéfice de 34,99 à l'époque. Alors, Lululemon, c'est... J'assume que la plupart des filles dans mon cours savent c'est quoi. C'est tout le matériel de sport pour le yoga et comme tel. C'est leisure, je pense qu'on dit en anglais. Alors, c'est
c'est surtout des vêtements de yoga, de sport en général. Mais en 2016, le court bénéfice de Lululemon était de 35. Mais justement, c'était une compagnie qui était en pleine croissance. Les profits n'étaient pas encore là, mais on s'attendait, si tu es en croissance de 20 par année, ça veut dire que tes profits vont grimper de 20 par année. Alors, si tu fais un court alors le monde achetait le titre parce qu'il s'attendait à ce que les profits soient plus grands dans le futur. Alors, on pourrait regarder Lululemon. Alors, on peut regarder le titre de Lululemon. Lululemon Athletica. Alors, aujourd'hui, elle est à 325. Alors, ça va de l'air d'être un très bon achat en 2016. Le prix est à 65 $. Elle a quintuplé en 5 ans. Et son gros bénéfice aujourd'hui est de 72,41. Son court bénéfice aujourd'hui est de 72,41. Alors, c'est une compagnie qui est en pleine croissance. Alors, c'est de la vente en détail. Alors, on s'attend tout simplement à ce que les profits futurs vont être encore plus grands. Alors, pour avoir un earnings per share qui est plus petit que 0, tu dois nécessairement que ton bénéfice net soit plus petit que 0. Alors, ton bénéfice net divisé par le nombre d'actions ordinaires, c'est ton earnings per share, c'est ton bénéfice net par action ordinaire. Alors, question 10, effectuer une analyse détaillée du modèle de Dupont pour Whiting pour les 3 dernières années. Alors, le modèle de Dupont, le rendement des fonds propres, c'est le bénéfice net divisé par les fonds propres. Si je multiplie au numérateur et au dénominateur par S, je multiplie au numérateur et au dénominateur par A et j'interchange un peu les chiffres, qu'est-ce que ça me donne? C'est le bénéfice net divisé par les ventes, divisé par les ventes, divisé par les actifs, divisé par les actifs, divisé par les fonds propres, fois les actifs divisés par les fonds propres. Donc, quand on fait une analyse de Dupont, on a besoin des 3 composantes. Pour cette question-là, j'avais des étudiants qui m'ont rendu furieux. Ils ont tout simplement calculé ce ratio-là sans calculer chacune des composantes. Une analyse détaillée du modèle de Dupont, c'est que tu regardes chacune des 3 composantes pour voir s'il y a un chiffre qui bouge. Donc, si on regarde la marge bénéficiaire, elle bouge beaucoup. Je veux dire, on fait du 13 à du 2 à du moins 100 %. Alors, pour chaque dollar de vente, on fait 1 dollar de perte. La rotation des actifs, 0.302, 0.206, 0.171, elle bouge un peu, mais pas autant. Puis, pour l'effet de levier, 2.3 à 3.7 à 7.2. Ça veut dire que la compagnie devient de plus en plus endettée. Donc, A sur E. Alors, si les actifs demeurent constants et que les fonds propres, tu fais une perte, tes fonds propres vont baisser, alors ton ratio va grandir. Alors, moi, quand je vois ce ratio ici, je vois que la compagnie, le niveau d'endettement de la compagnie est à la hausse. Donc, c'est pour ça qu'on est allé de 10 à 1 %. On était profitable pour les 2 premières années, à moins 132 %. Alors, moi, je vois que la compagnie, elle s'endette davantage. Il y a une légère réduction de la rotation des actifs qui devient inquiétant, mais vraiment, le gros trouble, c'est le fait qu'encore une fois, on n'est pas profitable. Et ça revient encore une fois au prix du baril qui a planté de 96 à 29 $. Alors, selon le modèle de Dupont, donnez 2 raisons pourquoi le risque de banqueroute de Whiting est élevé. Un, le niveau élevé de la dette. Alors, vous pouvez voir que la compagnie, le niveau d'endettement augmente. Alors, A sur E, c'est l'inverse du ratio du pourcentage de la compagnie qui est financée par des fonds propres. Alors, quand la compagnie s'endette, ce ratio grimpe. Alors, tu as dette et fonds propres qui est égal à actifs. Donc, si ce ratio est à la hausse, ça veut dire que la compagnie est en train de s'endetter davantage. Et bien sûr, une autre raison qu'une risque de banqueroute, c'est qu'en 2015, pour chaque dollar de vente, la compagnie, elle a perdu 1,15 $. Elle a perdu 1,15 $ de profit.